Culture Soccer. Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de CS à l'érable, le podcast 100% canadien de Culture Soccer. À l'animation, Adi Raphaël, toujours ici, toujours présent pour vous parler de soccer canadien. Et je suis rejoint par mes deux compères, mes deux complices. En premier, Daniel Cameron, qui est avec moi dans ce podcast depuis déjà, 2 ans, bientôt 3 ans. Daniel, comment ça va? Salut Adi, ça va bien, merci. Et toi? Je suis content d'être de retour. Ouais, on est tous contents que tu sois de retour enfin. Et à côté, bien évidemment, Alex Rupert, avec qui on a parlé en long et en large de ses équipes canadiennes la semaine passée. Alex, ça va bien? Ouais, ça va très bien. Et toi? Ouais, ça va super, ça va super. Écoute, aujourd'hui, on va devoir de nouveau parler de ces deux équipes canadiennes, les U23 et l'équipe senior. Ce sera nos sujets pour cet épisode de CS à l'érable. Il y a beaucoup à dire. On va commencer, on va donner accès, on va donner priorité aux aînés, donc à l'équipe nationale masculine senior, qui est entraînée par John Herdman, le sélectionneur national. Et il jouait deux matchs. Le premier match, c'était contre les Bermudes sur le score de 5-1. Et le deuxième match, qui était contre les îles Caïmans, victoire de 11-0. Vous avez bien entendu, 11-0. Les deux matchs se jouaient aux États-Unis. Le match du Canada contre les Bermudes se jouait à Orlando, tandis que l'autre se jouait en Floride, à Bradenton, quelque chose comme ça, du côté, le match contre les îles Caïmans. Donc, on va parler un peu des enseignements qu'on a tirés de ces deux matchs-là. On ne va pas parler de chaque match tout seul parce que ça ne sert à rien de rentrer dans l'analyse tellement on était au-dessus en tant qu'équipe nationale. Donc, on va parler un peu des enseignements qu'on a pris chacun d'entre nous sur toutes ces, sur les prestations de l'équipe nationale canadienne, les choix de John Herdman et ainsi de suite. Daniel Cameron, je vais te laisser commencer cette fois-ci. Donc, parle-moi un peu de l'équipe nationale canadienne senior. Eh bien, sur les deux matchs, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'on a découvert des nouveaux joueurs, notamment Theo Corbeanu, Alistair Johnston, qui ont fait des très bonnes prestations. Corbeanu a marqué quelques minutes après son entrée contre les Bermudes. Il a commencé titulaire le match d'après. Également, un autre élément que j'ai apprécié, c'est de voir Davis dans un poste offensif dans le premier match. Mais après ça, on l'a fait redescendre, chose que j'aurais préféré voir Gutiérrez pour qu'on puisse lui aussi, comme on dit, captaille. Il y avait également, moi j'ai trouvé qu'Adekugbe était solide à gauche, Laria solide à droite. On a pu voir l'impact des joueurs qui sont en Europe, là, puisqu'ils étaient frais, ça faisait une très, très grosse différence. Ça faisait un gros contraste avec les U23 d'ailleurs, qu'on avait des joueurs, On disons. va revenir sur les 23 plus Ouais. tard, Ah, Daniel. Ne t'inquiète. dévance pas le programme, là. Ouais, Dévance pas le programme. ouais. Commence par l'équipe masculine senior. Et merci, Adi. Et également, il y a la boulette de Borian, disons que je trouve que ça commence à faire beaucoup. On a malheureusement Crépeau, il n'a pas eu l'occasion d'avoir des tirs. Puis Dane Sinclair, ben. J'avais complètement oublié que Crépeau était dans les buts lors du match contre les îles Caïmans. Tellement oublié et zappé, tellement il n'y a eu aucune occasion, mais vraiment, je pense qu'il n'a pas touché le ballon pendant les 90 minutes, je pense, contre les îles Caïmans. Je crois qu'il n'y a eu En aucun tir juste, cadré. il y a eu un tir cadré? Je crois qu'il n'y a eu aucun tir cadré, Ouais, finalement. c'est ça, mais il n'y a même pas eu de passe, de back pass, de passe en arrière vers le gardien. Je pense qu'il n'a pas touché un ballon. Je ne sais pas si Alex, tu te rappelles d'un moment où Crépeau a été mis à contribution, non? Hein, Crépeau était dans les buts. Non. Exact, exact. Bon, on te laisse continuer, Daniel. Excuse-moi, mais je voulais. Je viens juste de me rappeler que Crépeau était là, puis j'ai voulu t'interrompre pour le dire. Mais vas-y, continue. Donc, le reste de tes enseignements. Ouais, sinon, le retour de Hutchinson, c'est vrai que c'était pas contre le plus gros adversaire, mais on a vu qu'il y avait encore des jambes. Il a pu tenir 90 minutes. Il a joué un rôle important, notamment, il a aidé beaucoup la défense. Après ça, moi, ce que je trouve un peu dommage, ça, c'est la faute à personne,
c'est que ces genres de matchs-là, malheureusement, c'est dur de tirer des vrais enseignements. Parce que là, des nouveaux joueurs, ben, qu'est-ce qui dit que Corbeanu va pouvoir être aussi décisif contre même le Suriname? On ne parle même pas encore du Mexique ou du Honduras. Est-ce qu'on va être rendu dans le Ocho? Je ne sais pas. Est-ce que, entre-temps, c'est vrai que Si, pas quand, si. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Si on va être rendu dans le Ocho, ça va être difficile, mais entre-temps, on va être passé par d'autres tours, fait qu'on aura eu le temps de monter un peu le niveau des adversaires. J'ai aimé aussi le duo Kyle Larin, Alfonso Davies dans le premier match avec 3 buts, 3 passes à eux deux. Également, Mark Anthony Kay qui a ouvert son compteur. La rotation de l'effectif lors du deuxième match, je trouve que c'était plus que nécessaire. Après ça, j'aurais aimé voir d'autres joueurs, mais Ferreira, qui vient de changer d'équipe nationale, malgré qu'il était sans club, on l'a fait jouer. Puis c'est dur de le juger encore une fois parce qu'il n'a pas été très, excusez-moi, challengé. Sterling a marqué, mais encore là, il joue, si je ne me trompe pas, Alex, il joue en deuxième division aux Pays-Bas, puis on parlait même de lui en Canadian Premier League. Ouais, c'est bien lui. C'est ça, c'est bien lui. Ben, Ferreira, peut-être que lui, comme il est sans club, pourquoi pas la Canadian Premier League pour qu'il soit prêt pour l'Euro, pour la Gold Cup. Je trouve que ce ne serait pas une mauvaise idée. Sinon, les bons coups, ben, moi, je pense que dans l'ensemble, il n'y a pas eu de performance particulièrement décevante, à part peut-être Junior Hoylett, que je n'ai pas trouvé assez tranchant, mais je veux dire, est-ce que ça vaut la peine de l'ignorer? Peut-être pas. Est-ce que ça vaut la peine de l'appeler chaque fois? Peut-être pas non plus. Là, c'est à revoir. Mais on a vu au moins qu'on a de la profondeur. Puis qu'on peut. Ce genre de match-là, tu sais, il y a quelques années, peut-être les Bermudes, ça se serait terminé 2-1, puis les îles Caïmans 4-0, là, tu sais. Puis on n'aurait pas eu tous les joueurs qui auraient voulu venir d'Europe pour ces matchs-là. D'ailleurs, Scott Arfield fait son difficile. Donc, moi, je pense que c'est bien qu'on soit rendu à pouvoir gagner contre les faibles par des gros scores. Maintenant, il faut être capable de tenir contre les grosses équipes aussi. C'était un travail professionnel. Le Canada se doit de gagner contre les équipes qu'elle doit battre. Surtout qu'on est dans un contexte où est-ce que c'est seulement le premier du groupe qui sort du groupe pour aller en deuxième ronde. Donc, c'est pas le temps de faire des faveurs. Oui, il fallait massacrer les îles Caïmans et les Bermudes parce que le différentiel de but, ça compte absolument. Fait que, ouais, ben, moi, je vais m'y prendre d'une façon différente. Fait que ma formule que je vais utiliser, c'est je vais y aller par groupe de position. Fait que pour les gardiens, à travers les deux matchs, Borgens, ben, tu vois que le gars, tu sais, ça compte qui l'affronte. Parce que s'il affronte des clubs solides, tu vois qu'il est là, il est concentré, toute son attention est là, puis il gueule les ordres, right? Mais, tu sais, contre des équipes beaucoup plus faibles, ben, bof, c'est les Bermudes. Il n'y a rien qui va arriver, mais le but qu'il a donné, ça arrive. Tous les grands gardiens font ce genre d'erreur. Ça ne va pas que la dernière fois. Puis Borgen, il a des prestations tellement solides en Ligue des Champions. On va vivre avec pour ce cycle-là, ça c'est sûr. Sinon, Crépeau, ben, je pense même pas qu'il a travaillé si fort que ça pendant les îles Caïmans. Il n'a rien fait, Crépeau. C'est ça. Il a regardé le paysage, il a profité du soleil avec uh, he got a 10. How about that? Sinon, pour les défenseurs centraux, ben, dans le premier match, j'ai bien aimé le duo Vittoria et Miller parce qu'on voit vraiment que Vittoria, on va vraiment dépendre de lui pour le cycle, mais c'est vraiment important de lui donner le bon partenaire. Puis on a vu avec Donald Henry, ça ne marchait pas du tout. Avec Cornelius, c'était une très belle chimie. Puis c'est beau de voir qu'il peut travailler aussi bien avec quelqu'un d'autre. Donc, ça donne plus d'outils, sachant que Victoria peut bien travailler avec Kamal Miller. J'ai bien aimé ce que j'ai vu. Du côté des latéraux, ben, Richie Laryea est fidèle à lui-même. Qu'est-ce qu'il fait en MLS, lui? moi j'aimerais ça qu'il parte ailleurs, qu'il sorte du Ouais, top. mais je pense pas qu'il attire grand monde de personnages. Hein. Ouais. D'habitude, quand les clubs européens vont venir recruter en MLS, ils vont venir recruter des jeunes pépites de moins de 22, 21 ou 20 ans. Là. Ils ne vont pas venir recruter des joueurs de 26, 27 ans. Je pense que l'AREA a 26 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Là. Donc, c'est pas le genre
de joueur qui attire les yeux des clubs européens. Il a 26 ans, effectivement. Il a eu 26 ans au mois de janvier. Donc, voilà, ça, c'est mon point de vue, mais j'avoue qu'il est bien au-dessus du lot. Ouais, puis même hors saison, ça paraissait même pas. Sinon, finalement, Sam Adekugbe, qui a le poste partant à gauche, moi, je pense qu'il m'a montré assez pour qu'on lui laisse le poste à gauche. Je pense que c'est son poste à perdre, à moins que tu es dans des situations où est-ce que tu as besoin de plus de punch à l'attaque, puis tu mettrais Davis en tant que latéral gauche, mais je pense que Adekugbe, c'est amplement suffisant. Il est très dominant en Norvège. C'est bien la Norvège. Ouais. En Norvège avec son club Vålerenga qui s'en va en Europa Conference League. Ça, c'est bien. À droite, ce que j'ai aimé du côté du match des îles Caïmans, Johnston, excellent. Il a fait Excellent. des bonnes courses. Il mettait de la pression. Excellent jeu défensif. Puis, il y a déjà les rumeurs qui sortent comme quoi il y a des clubs de championship qui veulent mettre la main sur Johnston. Fait qu'avoir un latéral droit qui joue en championship, c'est encore plus de profondeur, comme ça on n'avait pas encore assez. Pour ce qui est des milieux, ben, le retour d'Atiba Hutchinson, my God, c'est un magicien au milieu de terrain. 38 ans, c'est fou. Il est meilleur d'année après année, puis... C'est fou. Puis, Comme du bon vin, là. Puis tu le regardes jouer avec Stephen Eustáquio, tu es comme, attention, CONCACAF, notre milieu de terrain est très bon. Puis même Stephen Eustáquio avait même demandé à contacter Atiba Hutchinson pour parler stratégie. Puis il a regardé ses matchs, puis il a une grande admiration pour Atiba. Puis tu vois, les deux se complémentaient tellement bien. Tu voyais Atiba qui aidait en défense pendant que Stephen Eustáquio, il contrôlait le rythme, il contrôlait le match. Il brisait les blocs défensifs. Puis ça, c'est quelque chose que le Canada a toujours eu de la difficulté à faire. Dès qu'on jouait contre des clubs qui nous mettent des blocs défensifs dans la face, on était muselés. Ouais. Pendant que tu vois un gars comme Eustáquio, il les casse. Puis, il est excellent pour lire le jeu. Puis, on a beaucoup de profondeur là parce que David Wotherspoon, j'en parle depuis des mois, finalement, le monde sont comme « Hey, c'est qui ce gars-là? » Il a été très bon, mais c'est les îles Caïmans aussi. Et puis, il a joué dans un poste beaucoup plus offensif que ce qu'on connaît. Hein. D'habitude, c'est plus un joueur qui va jouer beaucoup plus défensif que ça contre des équipes plus fortes. Non? Est-ce que c'est normal que tu l'aies vu, qu'on l'ait vu? Je pense pas qu'il a marqué, je pense, un but, puis il a donné peut-être 2 passes décisives, quelque chose comme ça. Là. Donc, c'est bizarre de le voir dans ce rôle, non? Ouais, ben, c'est sûr, le monde sont comme, il est super bon. Oui, puis oui, il y a du monde qui dirait que c'est les îles Caïmans, mais en même temps, c'est comme ça qu'ils jouent en Écosse. Ils jouent exactement de la même façon, même intensité, très bonne passe. Il joue très bien dans les deux sens du jeu, défensif ou offensif. C'est bon d'avoir, je ne le vois pas comme titulaire, mais je le vois comme si tu as besoin de faire rouler ton alignement dans le Ocho, tu peux le faire partir, tu peux le commencer si, par exemple, ce serait contre Curaçao, avoir David Wotherspoon qui est comme substitut, ta qualité ne tombe pas. Puis c'est ça qui a beaucoup manqué au Canada. Ce qui est intéressant avec Wotherspoon, c'est qu'il peut jouer plusieurs positions aussi. Puis on l'a déjà dit, je pense que je l'ai dit plusieurs fois ici dans cette émission-là, c'est que quand tu arrives dans un mode tournoi, tu as besoin d'avoir ce genre de joueur-là parce que tu as un nombre limité de joueurs que tu peux prendre avec toi. Donc, prendre un joueur qui peut jouer milieu défensif, défenseur droit, défenseur central, même capable de jouer défenseur central. Et on l'a vu durant les matchs contre les Caïmans, il jouait presque à un moment donné sur l'aile. Donc, c'est quelqu'un qui peut vraiment dépanner à beaucoup de postes. Puis je pense que c'est important d'avoir un joueur comme ça qui est bon à tous ces postes-là. Et on l'a vu avec les U23, mais on reviendra par rapport à ça plus tard. Là. Puis l'autre chose que j'ai bien aimé, c'est la prise. C'est pas juste que Davis jouait en avant, mais c'est comment il voulait prendre la prise de responsabilité. C'est lui qui voulait prendre les coups. C'est le leader. Tu vois qu'il jouait sur le terrain, il aimait ça. Sa connexion avec Kyle Laurent, c'était excellent. J'ai fait exprès de ne pas parler de Piet parce que je vais te laisser parler de Piet, son travail. Non, vas-y. Non, vas-y. J'ai trouvé Piet excellent pendant les îles Caïmans. Tu vas pouvoir donner plus de détails sur son jeu. Moi, j'ai plus suivi Eustáquio. Mais ouais, pour l'offensive, comme Daniel disait, Oilers, j'ai trouvé ordinaire. Mais le duo Larin-Davis, excellent.
Cavallini, pas chanceux dans le premier match, mais dans le deuxième match, tour du chapeau. Pas chanceux, maladroit, tu veux dire, extrêmement maladroit dans le premier. J'essayais de ne pas blesser les sentiments des joueurs des Whitecaps. Ah, J'espère que je vous ai aidé un peu. Fait que, ouais, puis Corbiano et Miller, Liam Miller, quand ils sont rentrés dans le match contre les Bermudes, ils ont c'est comme ils ont passé à une vitesse supérieure devant des défenseurs des Bermudes qui étaient complètement épuisés. C'est bon de savoir on peut attaquer sans relâche avec tous ces beaux éléments qui proviennent du banc. Ouais, c'est assez intéressant. Je pense qu'on a une sélection qui est quand même très intéressante. Un pool, une sélection de joueurs qu'on peut avoir avec beaucoup de profondeur du côté du Canada. C'est ce que John Herdman a dit parce qu'on lui a posé la question en conférence de presse. On lui a dit comment tu vas faire pour les prochaines échéances et ainsi de suite. Il a dit écoute, on a assez de profondeur à tous les postes. Il va falloir diviser nos forces. Par contre, il a dit notre objectif numéro 1, c'est la Coupe du Monde 2022. C'est notre objectif numéro 1 et c'est ça qui va prendre priorité par rapport à tout. Donc, allez pas croire que si jamais le Canada a joué la Gold Cup et des matchs de la Coupe du Monde, allez pas croire qu'il va diviser ses forces. Non, John Herdman l'a clairement dit, vraiment noir sur blanc en disant la Coupe du Monde prend le dessus sur toutes sortes de compétitions. Ça, ce que je veux, c'est sur ça qu'on va se concentrer parce que c'est de cette façon qu'on passe une étape et qu'on saute une étape et qu'on arrive à une nouvelle étape pour ce programme national. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant de voir John Herdman clairement le dire haut et fort et le clamer haut et fort. Donc, ça, c'est pour ce point de vue-là. Je veux juste ajouter 2-3 petits points sur ce que tu as dit, toi, Alex. J'ai bien aimé ton analyse sur un peu l'équipe au complet. J'ai adoré, moi, cette défense centrale de Miller-Victoria. Pour moi, c'est la défense centrale titulaire. John Herdman a dit que Donnie Henry était blessé. C'est pour ça qu'il n'était pas là. Donc, ça a l'air qu'il le voit encore dans cette sélection. Est-ce que c'est en tant que titulaire ou est-ce que c'est en tant que remplaçant? Ça ne m'étonnerait pas que si jamais tout le monde est en santé, que Henry prenne la place soit de Ferreira, soit de Stirring. Ce sera un des deux, je pense, qui sautera. Mais je pense que Kamal Miller a prouvé qu'il a sa place dans cet effectif-là. Pour le reste, je vais revenir sur Samuel Piette parce que tu m'as donné la passe décisive un peu plus tôt, Alex. Piette a fêté sa 50e sélection avec l'équipe nationale canadienne à juste 26 ans. Si jamais les choses se passent comme il faut, Samuel Piette devrait finir sa carrière comme le joueur qui a eu le plus de sélections dans l'histoire de l'équipe nationale canadienne. Si jamais, bien évidemment, les choses se passent comme ils sont supposés se passer, si jamais il n'a pas une grosse blessure qui le tient éloigné de 2 ans, ou bien il n'y a pas un sélectionneur qui arrive et décide que Piette, je n'en ai pas besoin. Je doute très fort. Et j'ai bien aimé ce que John Herdman a dit, parce qu'on lui a posé la question, et c'est un journaliste anglophone, tenez-vous bien, et non pas un journaliste québécois, un journaliste anglophone, John Melinaro de la CanPL, qui a posé la question non seulement à John Herdman, mais aussi à Alistair Johnston après. Il a posé en premier à John Herdman, il a dit « Parle-moi un peu de Samuel Piette ». Puis il a dit « Écoute, Samuel Piette, c'est un joueur qui est extrêmement important pour Équipe Canada. C'est un joueur qui fait sentir tout le monde, qui met tout le monde à l'aise. Et il dit, dans le profil de joueur, j'ai tellement de joueurs à vocation offensive, j'en ai pas à vocation défensive. C'est le seul joueur qui va venir et qui va récupérer le ballon. Quand j'ai une équipe qui joue très offensivement, j'ai besoin d'avoir cet équilibre et d'avoir un autre genre de profil. Et pour moi, Samuel Piette, il a dit même, et tenez-vous bien, il a dit, c'est pour moi le meilleur milieu défensif à vocation défensive de la CONCACAF au complet. Ça, c'était les mots de John Herdman qui a dit ça. Donc, pour tous ceux qui pensent que Samuel Piette, sa place, à un moment donné, elle va sauter, il ne va pas faire partie de l'équipe nationale, ce n'est pas du tout une option pour John Herdman. Juste après, Alistair Johnston a dit quelque chose d'encore plus important. Il a dit, écoute, Samuel Piette, il est dans aucune clique, il s'entend avec tout le monde. Et il a dit, c'est le heart and soul de cette équipe. Heart and soul, donc c'est vraiment la pierre angulaire de cette équipe-là. Et il a dit quelque chose de supplémentaire, un petit clin d'œil pour les supporters de CF Montréal. Il a dit, c'est un leader né. Donc, bon,
Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce qu'on verra ce qui va se passer dans le reste de la carrière de Samuel Piette? Mais son poste n'est pas en danger au sein de l'équipe nationale canadienne. Je trouve ça très, très, très intéressant. La dernière chose, je trouve que c'est très important aussi de mentionner que Lucas Cavallini, après son énorme, on va dire son super mauvais match numéro 1, il s'est rattrapé dans le match numéro 2. Il est rentré, puis en l'espace de 8 minutes, il a marqué 3 buts. Oui, c'est contre les îles Caïmans, mais il faut avoir quand même une force mentale assez forte pour revenir après un match complètement manqué. Donc voilà pour ces équipes canadiennes. Je ne sais pas si Daniel Cameron, tu as quelque chose à ajouter pour l'équipe nationale senior? Ben, j'ai bien hâte au prochain match. D'ailleurs, je viens de revérifier. Ça, il y a 2 matchs en juin. Après ça, il y a le Gold Cup en juillet. Et ici, deuxième tour, ce sera Aussi en juin. bon Dieu, OK. Ah, Ouais. Seigneur, c'est vrai, effectivement. Ah, ça va. Ça va Donc, se jouer direct après, en fait. oui, donc ça va vraiment aller. On va avoir un calendrier chargé en juin-juillet si l'équipe passe au tour suivant. 2 matchs en juin, plus le prochain tour, plus la Gold Cup en juillet. Ça va être un été passionnant. Peut-être c'est un mal pour un bien, l'histoire de l'équipe olympique. Puis, en attendant de voir, moi, j'attends toujours notre ami Dane Sinclair parce que Trinidad-Tobago peut toujours l'appeler. Hein? Ouais, mais je pense que les postes sont à Borean et Crépeau. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Alex. Je ne pense pas que Dane Sinclair, avec juste une demi-saison où il a été extraordinaire avec Minnesota, puisse complètement bousculer la hiérarchie qui est bel et bien rigide du côté d'équipe Canada. Est-ce que tu penses qu'il peut la bouleverser? Pour le SIG 2022, aucune chance. Ouais, hein? On va vivre et mourir avec Borgen. Ah, ou Crépeau. Si Borgen a blessure, oui. Ouais, c'est ça, exact. Donc, il ne sera même pas numéro 2, c'est ça que je veux dire. C'est ça, il ne sera pas. Pour le cycle 2026, Sinclair aura la chance de compétitionner contre Crépeau pour le poste. Ouais. Est-ce qu'il peut s'améliorer? Est-ce qu'un transfert en Europe est possible pour lui ou est-ce qu'il pourrait déloger Crépeau? C'est possible. Mais je ne pense pas que, même s'il aurait un appel de Trinidad, je pense que Sinclair lui-même comprend ça. Il a l'air vraiment, il s'est engagé avec le Canada. Je pense que ça paraît clairement. Puis lui, il lit l'avenir. On a une Coupe du Monde en 2026, puis il le voit. Est-ce que je peux challenger pour le numéro 1? C'est à portée de main. Je ne vois pas Ouais. pourquoi il quitterait pour Trinidad. Une Ouais, petite surtout que. chose supplémentaire. Excuse-moi, Daniel, je veux juste ajouter quelque chose parce que je pense que tous les deux, vous allez vouloir réagir là-dessus. On a posé une question à John Herdman et on lui a dit, est-ce qu'on t'a offert de remporter, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, le match contre les îles Caïmans a été reporté au lendemain. Donc, au lieu d'être joué dimanche, il a été joué lundi à cause de problèmes de tests de COVID qui n'avaient été pas faits à temps. Puis on lui a posé la question, on lui a dit, est-ce qu'on t'a proposé, John Herdman, de gagner le match sur tapis vert? Pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi tapis vert, ça veut dire en fait, si jamais une équipe ne se présente pas, le Canada peut être déclaré vainqueur en tant que forfait. Par contre, quand tu gagnes sur tapis vert, tu gagnes par le score de 3-0 seulement. Puis John Herdman a esquivé la réponse. Il n'a pas vraiment répondu à cette question. Il a dit que c'était une opportunité très intéressante de mettre encore plus d'écart en différence de but avec le Suriname. Et j'ai bien aimé sa réponse parce que, premièrement, il y a 2 choses. En premier, il a dit, je voulais mettre beaucoup plus de buts. Et 2, il a identifié le Suriname comme vraiment l'adversaire à battre dans ce groupe-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez fait si jamais vous étiez sélectionneur, Daniel et Alex? Est-ce que vous aurez passé un forfait comme ça, où c'est un match vraiment donné de 3-0 sans fatiguer vos joueurs? Ou est-ce que vous aurez pris la même décision que John Herdman? Je ne sais pas qui d'entre vous deux veut commencer. J'aurais pris la même décision. Je veux jouer le match. Je veux mettre plus d'espace entre le Suriname parce que là, tu forces le Suriname à te battre. Ouais. Puis le match nul ne va pas les suffire. Puis on connaît la force du Canada. Si tu leur donnes trop d'espace puis tu joues pour comment ils peuvent te punir en contre-attaque avec un Jonathan David qui n'était même pas là. Ouais. Alphonso Davis, les latéraux qui sont rapides, Kyle Larin. Osorio aussi n'était pas là, qui est quand même un joueur très important de cette équipe. Yeah.
But, OK, le yeah, c'est sorti comme ça parce que je suis comme, ouais, mais on a Eustachio, fait que Osorio. Ouais, mais Herdman a encore parlé d'Osorio durant cette conférence de presse-là. Donc, Ah, il à s'y tout à attend. son honneur. Sauf que, Ouais. tu sais, si tu as un match contre le Suriname, que je pense qu'ils vont gagner tous leurs matchs, puis it comes down Canada contre Suriname, moi, tu vois qui va être partant. Puis pour ce qui est de la CONCACAF, bonne chance aux défenseurs parce que avoir David, Larin et Davis dans votre face pendant 90 minutes, Ben, Cavallini aussi, on ne peut pas oublier. Arfield, hey, on en a des forces du côté du Canada. Ton impression, Daniel Cameron? Ben, moi, c'est sûr que à sa place, j'aurais voulu la différence de but. C'était important, puis comme on l'a répété plusieurs fois, c'était pas le moment de faire des sentiments, là, de faire le plus gros score. Puis on a d'ailleurs battu le record canadien, et je crois le record CONCACAF d'ailleurs. Non, pas le regard CONCACAF parce que le Mexique avait déjà battu les Bahamas sur le score de 13-0. Ah, OK, on a battu le record des États-Unis par contre. Ben, oui, oui, Euh, oui, on a battu le regard des États-Unis, c'est effectivement. ça. Tu as raison. Mais dans l'ensemble, il y a une phrase que tu as parlé d'Arfield, ça me rappelle Andy Petrillo parlait de Arfield, est-ce qu'on devrait le rappeler en juin et tout, puis il dit ouais, je comprends qu'il a besoin de step back un peu, de se concentrer avec son club, mais pour lui, ça peut être le pire moment parce que c'est là qu'on commence à avoir de la profondeur. Puis là, Hutchinson qui veut continuer à jouer un certain rôle parce que peut-être il voit 2022 dans la ligne de mire. Là, Arfield, si il décide pas de revenir au plus sacrant, ben, il va peut-être le regretter parce que on a vraiment de la profondeur au milieu de terrain. Mais dans tous les postes, presque, comme on parlait de gardien, Dan Sinclair. D'ailleurs, Dan Sinclair, j'espère juste qu'on va pas le regretter parce que Begovic, on l'a regretté. Fait que je veux Ouais. pas qu'on fasse un Begovic 2.0 là. Ouais, ben, je suis pas trop d'accord avec toi sur ce point-là. Moi, pour moi, il y a Crépeau, il y a Pantemis, on va en parler un peu plus tard, qui pousse derrière. Il y a Assal qui est là. On a quand même beaucoup de gardiens. Donc, c'est pas comme. On revient pas à Begovic où on n'avait pas. On n'avait personne. Il y Ben, avait Begovic, Begovic on l'a où appelé. après, c'était le gros trou, là. Ben, Begovic, dans le temps, on l'a appelé plusieurs fois. Mais Il est lui, il pas voulait rentré. pas. Lui, il voulait Non, pas. non, non, il a fait la Coupe du Monde du 20. Tu te rappelles, le Ouais, carton c'est rouge? vrai, C'est c'est ça, vrai, puis c'est vrai. il a été appelé avec l'équipe senior quelques fois. On ne l'a pas fait jouer, puis là, la Bosnie-Herzégovine l'a appelé, puis il était avec la Coupe du Monde. Ouais, ouais. Ça, on n'est jamais à l'abri de. Quand on peut capter un joueur, et tu gagnes 6-0 à la mi-temps contre les îles Caïmans, je pense que c'était le moment de le faire rentrer la deuxième mi-temps. Ouais, Mais bon, ouais, ouais. Mais bon, en tout cas, c'est l'histoire du passé. Par contre, tu as ouvert un sujet que j'avais un peu oublié et que je ne comptais pas ouvrir, mais je pense que c'est intéressant d'en parler. Je vais avoir ton avis, Alex. Scott Arfield, OK? Oui, il a refusé la sélection. On en a parlé un peu la semaine passée. Mais tu sais, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, je comprends qu'il ne veut pas venir, il ne veut pas se blesser, et ainsi de suite. Mais après, je me dis, les Rangers, ils ont gagné leur championnat. Ils ont 20 points d'avance sur le numéro 2, sur le Celtic. Ils sont numéro 1. C'est fini, le championnat est déjà gagné. C'est pas bizarre que Arfield vraiment refuse cette sélection, même si c'était des matchs contre les îles Caïmans et les Bermudes. C'est pas comme si tu avais grand-chose à jouer du côté des Rangers, non? Parce que Ben, c'était déjà sorti de l'Europa League. oui. J'essaie juste de me rappeler comment ça marche le championnat écossais parce qu'il me semble, quand je regarde le tableau de la Ligue, Ouais, oui, ils ont gagné le championnat, ça, ils ont trop de points, c'est fait. Mais ouais. il n'y a pas un championship round qui vient après ça, Non, 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 non? non, c'est juste comme ça. C'est juste comme ça, OK. Ouais, c'est juste une ligue. Je pense pas qu'il dit non de venir, mais je pense qu'il veut pas venir pour les îles Caïmans. Il veut pas venir pour Ouais, les. c'est ça qu'il a dit. C'est ça Moi, je qu'il pense a pour dit. Haïti, il va venir. C'est le Ocho, il va être là. Mais il vient. Ouais, mais tu sais, le truc, c'est que est-ce qu'il n'est pas en train de donner un peu, de perdre sa place par le fait qu'il y a d'autres joueurs qui répondent à l'appel et qui non seulement répondent à l'appel, mais aussi performent bien. C'est ça que je trouve un peu bizarre, c'est que de tous les milieux de terrain, on en a parlé en long et en large, de tous les milieux de terrain qui étaient ici lors de ce rassemblement-là, il n'y en a pas un seul qui a mal joué. C'est En, vrai. Wotherspoon, Piet, Hutchinson, qui d'autre? Nomme-les-moi là, Eustachio, Qui a bien joué. et Bankatini Kay. Ouais. C'est qui que tu vas foutre dehors? Ouais, mais pour être juste, puis il faut que les auditeurs comprennent aussi où est-ce que Scott Harfield il vient.
Lui, c'est un milieu de terrain de English Premier League. Lui, Ouais. c'est un gars de Premier League. Il a quitté. Ben, là, il est en Écosse, là, mais Ouais, ouais, t'as raison. mais Ouais, t'as raison. il a quitté Burnley par choix parce Ouais, qu'il voulait aller à Rangers, qui était son club d'enfance. ouais. Burnley voulait le garder. Ouais. Après, il y a de la place, excuse-moi, là, je viens de me rappeler, il y a de la place à la place de Jaden Nelson qui avait été appelé et qui n'a même pas joué une minute. Donc, peut-être que Nelson serait un peu laissé de côté, puis ce serait Arfield qui prendrait sa place. C'est possible. Parce que moi, je pense que c'est un risque calculé. Il sait très bien que même s'il décide de revenir en Ocho ou en deuxième ronde, sa place est là. Tu sais, tu me dis qui je fais jouer à la place de Harfield, ce ne sera pas Witherspoon parce que je sais que Harfield, it's better quality. C'est parce que le monde, je comprends, c'est Burnley, c'est pas sexy, personne n'entend parler de Burnley, ils n'allaient jamais en Ligue des Champions. But le gars, c'est un milieu de Première Ligue. Oh, ouais, c'est un milieu de première ligue. Il ne faut pas oublier aussi Burnley. Oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais le gardien titulaire de Burnley, ben, c'est le gardien de l'équipe d'Angleterre, c'est Nick Pope. Donc, c'est aussi simple que ça. On a beau ne pas en parler, ben, les prestations de leur gardien prouvent que ce n'est pas une équipe à prendre à la légère. Et comme tu l'as dit, c'est un des meilleurs championnats au monde. Je ne vais pas dire le meilleur parce que c'est un des championnats meilleurs dans le monde. Et il est titulaire, il était titulaire assuré dans ce championnat. Bon, maintenant, il est aux Rangers. Il vient de remporter ce championnat d'Écosse qui est quand même, oui, c'est pas un championnat très relevé, mais sauf que c'est toujours la compétition entre eux et le Celtic. Glasgow, c'est une grosse compétition. On appelle le derby entre les deux, le Old Firm. C'est énorme comme match d'habitude. Puis les Rangers remportaient le championnat d'Écosse avec 20 points d'écart. Ce n'est pas arrivé depuis plusieurs années parce que Celtic, on se rappelle, bon, on ne va pas rentrer dans l'histoire du championnat d'Écosse, mais on sait que les Rangers sont allés jusqu'en 4e division à cause de problèmes financiers, ainsi de suite. Puis là, ils sont revenus, puis là, ils regagnent le championnat écossais. Il a aidé à redorer le blason de l'équipe des Rangers. Ce n'est pas un petit joueur. Donc oui, je suis complètement d'accord avec toi, Alex, par rapport à Scott Arfield. Donc on va clore ici le sujet de l'équipe nationale masculine A. Parce que je pense qu'on en a assez parlé. Parlons un peu de l'équipe nationale olympique des U23. On va aller aussi, on va plus juger en gros au lieu d'aller par match. Peut-être parler un peu on va parler en gros du dernier match, le Canada contre le Honduras. Puis après, on va peut-être parler en plus spécifique du match entre Canada et le Mexique. Canada-Honduras, un match qui se termine sur le score de 1-1. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, mais je vais donner le mien rapidement parce que je n'ai pas grand-chose à dire à part le fait que l'équipe nationale canadienne U23, qui est coachée par Mauro Biello, qu'on connaît très, très bien ici à Montréal, a été dépassée, a été dominée. Pourtant, on a su voir une équipe qui était quand même assez forte défensivement, malgré le fait que oui, ils ont peut-être pris l'eau à un moment donné, ils ont peut-être été chanceux à un moment donné. Ils ont su tenir le bateau et ils ont su avoir une bonne défense. Par contre, point de vue créatif, il n'y avait pas grand-chose. Et la deuxième chose que j'aimerais souligner, le merveilleux but de Derek Cornelius avant qu'il se blesse. Je pense que le but de Cornelius, c'était le but du tournoi, aussi simple que ça, même s'il y a un super beau but de l'Américain Jackson Yuill qui a marqué un super beau but aussi contre le Honduras en demi-finale. Mais c'est ça. Pour moi, c'est ça que je retiens de ce match entre le Canada et Honduras. Daniel Cameron, parle-moi un peu de ce match-là entre Canada et Honduras. Si jamais tu as 2 points à mentionner sur ce match-là. Moi, je dirais Cornelius qui a marqué le but et malheureusement qui a justement dû quitter le terrain et la stérilité offensive. Alex? Bien sûr, il y a quoi dire sur ce match-là? Le but de Cornelius était fantastique. Puis, bien sûr, sa blessure, c'était unfortunate, c'est dommage. La riposte rapide du Honduras, ça a donné le ton parce qu'on les avait un petit peu rendus un peu nerveux. Puis tu as vu le changement de leur langage physique était complètement différent. Ils étaient en confiance. Ils nous ont dominés physiquement. Mais aussi, on leur a laissé la chance de faire ça parce que quand tu prends comme stratégie de jouer avec un bloc défensif aussi bas, tu les invites dans ton côté du terrain
et ils vont jouer, ils vont te bousculer, ils vont tirer. Puis ce que j'ai aimé du Honduras, et on reviendra au Mexique aussi, ils tirent, ils tirent, ils tirent, ils tirent. Nous, on essaie de faire la belle passe, on essaie de créer le jeu, puis on joue tellement bas en bloc défensif, nos attaquants sont isolés, puis quand tu n'as pas le milieu créatif pour rejoindre tes attaquants, ça va nulle part. Puis on est tellement prévisible. Tout le monde a dit, ah, il faut surveiller Buchanan. Fait ils ont tous sauté sur lui. Alors, il n'y avait pas grand-chose à faire. Euh, Bon point positif, j'aime la défensive. J'aurais jamais pensé que je dirais autant de bien de la défensive. C'est fou hein, quand tu y penses parce que plus qu'un seul défenseur central pour le Canada après la blessure de Montgomery dans le premier match. Donc, le match contre Haïti et le match contre le Honduras ont joué avec un seul défenseur central de métier, avec un David Norman Jr. qui avait pris la place en défense centrale. C'est quand même gros. Et après, Cornelius qui se blesse. Donc, tu te retrouves en défense centrale avec 0 défenseur centraux de métier. C'est quand même bizarre. Là. Ouais, c'est là, on va revenir un peu après aussi, mais tu sais, la sélection des joueurs, c'est comme on avait un surplus de latéraux puis on n'avait rien au milieu. On a vraiment été chanceux que David Norman pouvait faire le travail en défensive centrale. Quelle prise de Tommy Wilden. Lui, il va s'amuser à Cavalry cette saison. Puis c'est bon pour le programme canadien parce que là, on peut dire, ah, on va peut-être développer un autre bon défenseur central, ce qui est bon pour nous. Mais sérieusement, la créativité offensive au milieu de terrain, c'est juste pas là. Puis c'est seulement quand Diaz est rentré qu'il se passait quelque chose. Quelle vision de jeu, les passes courtes et précises, ça dérangeait le bloc du Honduras, puis ils ont été rapides pour fermer tous les angles et se jeter sur lui comme ils l'ont fait avec Buchanan. C'est prévisible parce que quand tu arrives dans un match contre le Honduras avec une telle stratégie, ça va pas marcher. C'est tellement dommage parce que quand tu y penses, tu as quand même 3 joueurs là, en train de faire le bilan. Là. On va revenir après sur le bilan un peu plus tard. Parlons un peu de ce. On a parlé de ce match de Canada-Honduras. Je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter à part le fait qu'on a dit que c'était quand même prestation défensive, rien offensivement. Blessure de Cornelius, but magnifique de Cornelius aussi avant sa blessure. Finalement, le Canada finit 2e de son groupe, puis doit jouer contre le premier du groupe adverse. Donc, on se retrouve à jouer contre le Mexique, le favori du tournoi, où on a peut-être une chance sur 6 millions de passer. Il faut vraiment être logique et regarder ça avec l'effectif qu'on avait, sachant que Derek Cornelius était blessé. On avait posé la question à Borrobello, est-ce que Cornelius pourra jouer? Il a dit, ça a l'air très bien. Il a fait comme une feinte et il a dit, ah ouais, mais ça a l'air qu'il devrait être capable de postuler pour un poste de titulaire. Finalement, il n'est pas titulaire. Il est sur le banc. Et par contre, Callum Montgomery, que Biello disait qu'il était forfait pour le tournoi, lui est titulaire. Et il avait dit que c'était un risque de mettre Callum Montgomery dans la formation partante parce qu'il n'était pas 100% remis. Donc, finalement, on rejoue un autre match avec un autre défenseur central, une autre charnière centrale qui est peut-être la 4e de cette, ou la 3e ou la 4e de ce tournoi-là. Ça a été très, très difficile. Défaite de 2-0 du Canada contre le Mexique. Est-ce que pour vous, c'est une défaite crève-cœur ou est-ce que c'est une défaite qui est quand même assez attendue? Daniel Cameron, parle-nous un peu de ce match-là, Canada-Mexique. Tes impressions, tu peux développer autant que tu veux. Mais je trouve que oui, c'est un peu crève-cœur parce qu'on a réussi à tenir le 0-0 jusqu'à la mi-temps. Mais je savais que on allait difficilement pouvoir le gagner. Honnêtement, après le match contre le Honduras, j'avais déjà enterré l'équipe, mais je sais pas pourquoi, dans les jours précédents, le match, je commençais à y croire un peu. Je me suis dit, on sait jamais sur un match. Puis après, tu vois le Honduras battre les États-Unis, puis tu te dis, c'est le moment qu'on batte le Mexique. Hein? Exactement, tu te dis, why not? Puis là, en fait, j'avais encore plus de regrets de ne pas être tombé contre les États-Unis, mais bon. Mais le gros problème, c'était qui va marquer les buts. parce que le premier match, on a eu Buchanan, mais là, il était grillé après parce que tout le monde le surveillait. Après ça, contre le Honduras, on a un but de Cornelius. Qui était pas là. Qui n'était plus là. Puis de toute façon, c'est pas à lui de marquer les buts. Là. Je veux dire, il peut en marquer une fois de temps en temps. Là, on se retrouve contre le Mexique. On décide de mettre Diaz titulaire. Là, Biello nous explique qu'il était
il a eu sa quarantaine, donc il était pas en forme, il n'a pas pu s'entraîner avec les joueurs. Et donc là, peut-être qu'on aura la chance de le voir jouer. On le voit jouer. Honnêtement, Brim m'a déçu beaucoup dans l'ensemble du tournoi, mais ce match-là, j'ai trouvé encore soliste. Buchanan aussi. Je trouve qu'il y a un gros manque de solidarité. Il y avait un gros manque de solidarité dans l'équipe. Il faut dire qu'il n'y a pas eu un cas d'entraînement pour apprendre à se connaître et tout. Mais il manquait vraiment de quoi. Contre le Mexique, après, c'est sûr que c'est un peu frustrant parce qu'il y a eu 2 buts. Si je ne me rappelle pas, c'était quand même un à la suite de l'autre. Et le premier but, on ne va pas revenir là-dessus, mais la relance de Pantemis, c'est la relance qu'on fait en temps normal, mais peut-être qu'il aurait fallu la dégager cette fois-là. Là. C'est très frustrant de se faire ouvrir le score comme ça parce que les joueurs après ça, ils n'y croyaient plus vraiment. Là. Puis là, il y a eu le deuxième but après, puis là, c'était fini. Là. C'est drôle parce qu'il s'est fait prendre, il s'était déjà fait prendre au jeu, Pantemis, dans le match contre le Honduras et contre Haïti, où c'était très difficile quand il faisait des relances courtes. Et j'avais posé la question à Mauro Biello en conférence de presse. Puis j'ai dit, écoute, à un moment donné, il ne faut pas que genre, on change un peu et qu'on mixe un peu nos relances. Et puis, Mauro Biello a répondu, j'ai beaucoup aimé sa réponse, et on va parler de son bilan plus tard. Il a dit, moi, d'un côté, je donne une directive sur la manière générale de comment je veux jouer. Mais c'est aux joueurs de bien lire le pressing de l'adversaire, de voir si jamais l'adversaire est bien en place et de prendre la décision nécessaire par rapport à l'adversaire, par rapport à la situation de l'adversaire. Et il a dit, c'est des choses qu'on doit gommer et c'est des choses sur lesquelles on doit s'améliorer. Et il avait dit ça avant le match contre le Mexique. Puis là, on voit Pantemis faire la même erreur. Je ne veux pas trop descendre Pantemis parce qu'il est jeune, il a 23 ans. Oui, beaucoup de personnes, peut-être des Européens qui nous écoutent, disent « Ouais, 23 ans, c'est quand même vieux pour un gardien ou pour un joueur de foot. » Oui, c'est vrai. Par contre, Pantemis, il en est à quoi? 15 matchs professionnels dans sa carrière? En tout? 15, 20? En tout cas, moins que 20. Moins que 20 matchs professionnels dans sa carrière au complet. Donc, c'est un jeune gardien qui n'a pas beaucoup d'expérience. Il va en faire des erreurs comme ça et je ne veux pas lui jeter la pierre parce que durant tout ce tournoi, il a sauvé cette équipe-là. Il a été un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur de cette équipe nationale U23 des Jeux Olympiques. Alex, ton avis sur Pantemis et sur le match en général contre le Mexique? Oui, il a sauvé le Canada, surtout, j'essaie de me rappeler, c'est surtout Haïti et Honduras, ils nous avaient vraiment Et sauvé. même le Salvador en deuxième mi-temps. Ouais, c'est juste, tu sais, c'est comme donner le ballon comme, jouer le ballon comme ça devant le Mexique. Ouais. I can't forgive that. Like, non. Tu sais, surtout avec le but qu'il avait donné au Honduras, je m'étais un petit peu attendu à ce qu'on voit Breza contre le Mexique. Mais toi, Mais tu as toujours été pro-Breza, en tout cas. Donc, ton avis est biaisé, là. non, mais il est en forme. Tu sais, Dude, t'es un eurosnob, là. T'es un eurosnob. c'est pas l'Eurosnob, mais c'est comme, faut voir la vérité en face. C'est comme, c'est pas la première fois que Pantémis joue avec le feu, avec le ballon. Puis le but du Honduras, that's him. Fait que moi, j'aurais voulu voir, je suis d'accord que Pantémis était le partant, mais j'aurais voulu voir ce que Breza aurait fait dans une situation pareille. Peut-être qu'il est plus à l'aise avec le ballon. Mais ce genre de jeu-là, j'ai jamais aimé voir ça du côté des gardiens. Est-ce que c'est une défaite crève-cœur? Non, parce que quand j'ai vu l'alignement, puis je me suis dit, OK, on est en 2021, fait qu'on n'a toujours pas compris que le 5-4-1, ça ne marche pas contre le Mexique. Ah ouais, man. Sérieux. C'est drôle que tu en parles parce que c'était une de mes questions. On va en parler un peu plus tard dans le bilan, mais genre, parlons de ce match-là. Le 5-4-1, tu as dit que c'était quand même. Et aussi, les choix des joueurs dans le 5-4-1, dude, t'as juste un défenseur central de métier dans ton fucking effectif. Puis tu me mets une défense à 3 défenseurs centraux. Mais t'en as pas 3 défenseurs centraux, t'en as juste pas. Donc tu mets David Norman Jr. qui avait quand même bien fait, entre guillemets, dans les premiers matchs. Il a fait plusieurs bourdes dans ce match contre le Mexique. Et tu mets à côté de lui Marcus Godinho, qui est d'habitude un latéral droit, que tu as fait jouer en tant que latéral gauche tout le tournoi. Et là, tu le mets en défense centrale, mais en tout cas, il ne sait pas jouer de la tête. Ben, pour moi, la façon dont je l'ai vu, c'est quand tu regardais le match aller, puis on se défendait pas si mal, j'ai dit, OK, fait que là, la stratégie, si tu appelles ça une stratégie,
c'est que tu veux te rendre à 120 minutes parce que je me rappelle, il avait fait le commentaire, on a pratiqué les tirs au but. Mais c'était une question d'un journaliste. Il faut préciser là. C'est Ok. le journaliste qui a dit est-ce que vous êtes préparé? Puis il a répondu à la question. Il n'a pas dit ça de lui-même. D'accord, mais à 5-4-1, tu joues pour te rendre à... Tu Ouais, veux c'est survivre sûr, 120 minutes c'est pour sûr. aller en penalty. C'est Puis, sûr. tu sais, les Mexicains, c'est comme... C'est pas nouveau. Eux, ça les amuse. Fait qu'eux, ils s'amusent. C'était la fête pour eux. Ouais. Diaz a été le seul qui a comme causé un petit peu de problème, mais les Mexicains sont intelligents. Ils ont sauté sur Diaz, ils ont sauté sur Buchanan, c'était terminé. Les attaquants étaient complètement isolés. On jouait trop bas, trop déconnectés. Les attaquants ne pouvaient rien faire. C'était la longue balle, puis on espère pour le mieux. C'est comme... Tu sais, la défense mexicaine n'a même pas été testée. Puis c'est pas vraiment qu'ils sont si forts que ça défensivement, parce que tu avais beaucoup de fans de l'équipe nationale mexicaine qui disent ouais, tu sais, c'est ça. Tu sais, on casse rien défensivement, mais tout le monde a peur de nous autres. Fait qu'ils nous attaquent jamais. Fait que eux c'est des jeux faciles qu'ils peuvent lire. Puis, est-ce que c'est crève-cœur? Non, parce que le match contre Haïti, on aurait dû le gagner. Mais on n'avait pas de créativité pour percer le bloc haïtien. Même chose avec le Honduras. On s'est laissé dominer physiquement. Puis, oui, la forme, ça compte, mais I don't know. Ouais. On est... On pouvait y croire, c'est ça le truc. C'est ça le truc, on pouvait y croire. Je pense qu'on l'a dit, on va parler un peu du bilan parce que je pense pas que ça sert à quelque chose de continuer à parler de ce match-là. Là. Ouais. Parlons du bilan en tant que tel parce que c'est là, je pense, qui va être intéressant. Et je veux avoir votre avis. Je vais commencer par Daniel Cameron avant qu'il s'endort. Daniel, j'aimerais avoir le bilan, ton bilan en premier. Si jamais tu as à juger, toi, tu es maintenant, comment il s'appelle, Buntis, et tu as à juger le Buntis, qui est le président de Canada Soccer, et tu as à juger de la prestation de Mauro Biello en tant que sélectionneur des U23 olympiques. Bon, on sait que c'est l'assistant de John Herdman, et finalement, ça va revenir à John Herdman. Mais si jamais tu avais un certain pouvoir sur Mauro Biello, comment tu noterais, tiens, on va s'amuser, comment tu noterais Mauro Biello sur une note de 10 sur 10? Combien tu le noterais? Et explique un peu ta note. OK. Eh bien, en fonction des résultats obtenus, c'est-à-dire deuxième place en phase de groupe, élimination en demi-finale par 2-0, je dirais un 7 sur 10. Ouh, OK. Je dirais la seule défaite, c'était en demi-finale. Est-ce que les objectifs initiaux du tournoi, c'est de se qualifier aux Olympiques? C'est ça qui est Je pense populaire. pas. Non. C'est ça. Il a même Ouais. dit, Mauro Biello, il a dit, le but, c'est de grandir. Puis je pense que l'objectif, c'était au minimum de sortir du groupe. Et après, c'était advienne que pourra. Je pense que c'était ça l'objectif. Après ça, il y a eu, honnêtement, ça a été dans les pires conditions possibles. Plusieurs joueurs, même des clubs au Canada, notamment, pour ne pas nommer TFC, n'ont pas été libérés. Il n'y a pas eu de vrai camp. Il y a beaucoup de joueurs qui n'étaient pas du tout en jambes. Comme je le disais tout à l'heure, on voyait la différence avec l'équipe senior quand des gars arrivent d'Europe et ils sont prêts. Moi, je pense que la prochaine fois, c'est-à-dire dans 3 ans et non 4 ans, il va falloir peut-être préparer cette équipe-là peut-être un an à l'avance, faire des matchs amicaux, au moins avec les gars qui sont au Canada. Les conditions n'ont pas aidé. Les conditions n'ont pas aidé. Ouais. Les conditions n'ont pas du tout aidé, mais Haïti a fait des matchs amicaux. Là. À un moment donné, on ne peut pas être pire qu'Haïti. Là. Ouais, mais ils ont fait des matchs amicaux contre les amis du Mexique. Là. On va les appeler les amis du Mexique parce qu'il n'y en a pas un qui est un joueur de foot professionnel. Donc, bref. Les amateurs. Donc, mais honnêtement, j'ai tellement comme des regrets parce que je trouve que on aurait pu avoir une meilleure équipe. Là. Je veux dire, en défense centrale, c'est sûr que mais tu lui donnes 7 sur 10, puis là, tu me dis on aurait pu avoir une meilleure équipe. Ben, 7 sur 10, ça inclut les résultats, ça inclut les joueurs sélectionnés, ça inclut tout. Okay. Voilà. Voilà. Pour moi, c'est une note extrêmement positive. Je vais avoir ta note, toi, Alex, ou bien tu veux que je donne la mienne en premier? Je peux donner ma note. Vas-y. Tu sais, honnêtement, pas beaucoup de monde nous voyait dépasser la demi-finale. Là-dessus, il va toujours pouvoir revenir à ce Canada et dire on s'est rendu en demi-finale, on a perdu contre le Mexique. Tout est logique. Je lui donne un 6
pour plusieurs raisons. J'ai pas aimé ses tactiques. J'ai pas aimé les choix de joueurs. J'ai pas aimé le message parce que ses choix de joueurs et ses choix de tactiques, ça a trop communiqué. Je crois pas qu'on peut se rendre aux Olympiques. Fait qu'on va faire de notre mieux puis on va grandir. Puis Ouais. si tu n'as pas cette croyance que tu peux gagner ton groupe et peut-être te positionner pour jouer contre une autre équipe que contre le Mexique, qui aurait pu être les États-Unis qui étaient très prenables, ben ça va pas se dépasser, ça va pas se dérouler comme ça. Puis c'est quand même amusant parce que tu as les deux extrêmes. Tu sais, t'as John Herdman qui se présente à la Gold Cup, puis lui, dans sa tête, il avait déjà la coupe dans ses mains, puis il a planifié tout son tournoi comme ça, puis il s'est planté. Ouais. J'ai pas aimé son organisation, mais il faut quand même lui donner le cran. Lui, dans Ouais. sa tête, il croit Il en s'est son. planté, mais même il s'est planté. Ça arrive de se planter. C'est correct Oui, de se mais planter. Mais il s'est planté sur un match. Il ne s'est pas oui, planté sur un tournoi. c'est ça. Puis, tu sais, tu amènes les mauvais joueurs, puis je sais que tu as plein de joueurs européens qui n'ont pas voulu relâcher tes joueurs, mais tu sais, c'est sûr que si je commence à tomber quel joueur on aurait pu amener au lieu de qui, on va s'en donner à cœur joie. Mais moi, je vais juste revenir sur un point, puis le monde doit comprendre ça. Puis les fans, je vous comprends, puis tu sais, je sais d'où ça vient quand vous dites, ah ben là, c'est normal que tel joueur est appelé par-dessus tel autre joueur. OK, mais tu sais, tu appelles un Ryan Raposo. Il joue combien de 90 minutes, lui? C'est parce que là, tu demandes à du monde qui ne joue pas 90 minutes, qui n'ont pas l'habitude de jouer 90 minutes, qui se font battre à un contre un. Oui, ils jouent bien pendant le match, mais ils ne sont pas capables de jouer comme ça 90 minutes. Ouais. Puis là, tu demandes à des joueurs comme ça qui sortent du banc, qui pourrissent sur le banc, qui se font envoyer en USL One. Là, tu leur demandes, OK, mon grand, tu as été substitut 5 fois en 2020. Là, je veux que tu fasses 90 minutes parfaites contre le Mexique. Et c'est Ouais. tous des gars qui jouent pour Chivas, qui jouent des 90 minutes all the time. En Liga MX en plus. Puis je suis comme, nous, OK, je suis d'accord que la CPL est plus bas que la MLS, puis oui, on n'est pas en forme, mais tu prends un gars comme Noah Verhoeven, puis tu le compares à un Aiden Daniels, puis j'ai regardé les statistiques entre les deux. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On va revenir un peu sur les performances individuelles, un peu, excuse-moi, mais je veux juste continuer sur Biello. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus. J'ai pas aimé les tactiques, j'ai pas aimé le choix de personnel. On reviendra sur les performances individuelles parce que c'est lié à ça. Ouais. Puis. Non, mais c'est ça. Les choix, écoute, on en avait parlé déjà dans les podcasts précédents, là, on n'était pas d'accord avec les choix. Moi, je veux juste voir un bilan sur Mauro Biello en tant que tel. Toi, tu as dit un 6/10. Daniel Cameron a donné un 7/10. Je vous trouve très, très clément. Pour moi, le minimum syndical a été atteint. Par contre, il n'a pas été atteint avec la manière. Et je pense que c'est là que c'est dangereux. Parce que quand tu commences à atteindre tes objectifs, pas avec la manière, c'est qu'il commence à y avoir un problème et on commence à aller sur une pente descendante. Et c'est très, très dangereux. C'est un terrain très glissant parce qu'il n'y avait pas grand-chose de positif de manière collective au sein de cette équipe nationale U23. Pour moi, je donne une note de 4/10, 5 étant la note de passage et j'aurais donné un 5. Le problème, c'est que là où on est passé d'un 5 à un 4, c'est la sélection que j'ai vue et le 11 de départ contre le Mexique. Tu ne peux pas être aussi frileux que ça. De là à ce que tu te dises, je vais attendre, je vais perdre ce match-là, ben, joue avec une équipe qui fait un peu de sens. Parce que dans ce match-là, jouer une défense à 5 pour la première fois du tournoi, avec encore une fois, sur tes 3 défenseurs centraux, un seul qui est défenseur central de métier, et en plus, il est complètement blessé, il n'est même pas en forme. C'est pas très logique. C'est pas très logique. Tu fais jouer un joueur qui avait jamais joué en tant que défense centrale en défense centrale. Tu fais jouer un joueur que depuis le début du tournoi, tu as fait jouer au milieu de terrain. Tu le fais jouer en latéral gauche, même s'il s'est bien débrouillé, Zoran Basson. On sentait que c'était un peu du kick and run. C'était un peu n'importe quoi. C'était donner le ballon à Tajon Buchanan, puis c'est lui qui va faire tout. C'était un peu du n'importe quoi. Je pense vraiment du n'importe quoi. Après, bon, ça aurait très bien pu parce que c'est arrivé 2 fois où Tajon Buchanan s'est trouvé il y a eu de bonnes opportunités. Mais on lui a tellement gonflé la tête à Tajon Buchanan que les 2 fois où il s'est retrouvé, on a comme l'impression que tellement que la tactique de Mauro Biello, c'était « Ah, Tajon, il va tout faire », que Tajon a pensé qu'il était tout seul. Et les 2 fois où il aurait pu donner des passes et créer une occasion extrêmement intéressante, il ne l'a pas fait. Donc voilà, en gros, Mauro Biello, vraiment pas impressionné du tout.
par ces tactiques dans ce match, dans ce tournoi-là. Donc, voilà mon bilan. Passons au bilan des prestations individuelles. Je vais vous demander de nommer 3 à 5 joueurs. J'ai dit 3 à 5 joueurs parce que moi, j'en ai plus que 3, puis je ne suis pas capable de descendre à moins que 3. 3 à 5 joueurs qui vous ont laissé une note négative ou un goût amer dans la bouche. 3 à 5 joueurs de cet effectif-là. On fera l'exercice après pour ceux qui vous ont impressionné. Donc, je veux 3 à 5 joueurs qui vous ont laissé un goût amer. Je commence par toi, Alex Rupert, et après, on ira à Daniel Cameron. Aiden Daniels n'avait pas d'affaire dans l'alignement. Je ne comprends pas d'où c'est venu. Je ne comprends pas le raisonnement. Même, j'ai regardé, même quand j'ai lu shout-out à Peter Galindo, excellent de Sportsnet, qui aime beaucoup les statistiques. Tu compares Noah Verhoeven contre Hayden Daniels. Oui, Daniels a beaucoup de minutes en USL, mais Noah joue des 90 minutes. Il est capable de... Créativement, il génère plus, puis tu le vois dans les chiffres, puis moi, je ne comprends pas. OK, les deux ont eu le même genre de hors-saison. Le choix de Daniel, je n'ai pas compris du tout. Il n'a rien amené. Un autre joueur qui m'a déçu, Brim. Je m'attendais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de sa part. C'est sûr que le faire jouer comme attaquant principal, il est mieux à l'aile. J'ai trouvé qu'il jouait mieux à l'aile, mais Brim, tu le vois pourquoi il n'a pas ses minutes au Royal, à Moucron, bien sûr, en Belgique. Sinon, une autre déception. Je suis désolé, les gars. Jean-Yves Balou-Tabla, je le sais. Puis j'ai vu d'où c'est venu. Il a dit, j'ai coaché le gars, je le connais, on sait de quoi il est capable. OK, mais il n'a pas joué à la hauteur de son hype. Puis moi, je suis comme, quand tu fais une sélection, tu y vas par le mérite. Puis Tabla, il ne m'a jamais démontré qu'il pouvait faire ce genre de travail au Mexique contre une équipe contre le Mexique. Puis moi, quand je regarde David Choignard qui ne se fait pas appeler, qui a prouvé qu'il peut faire le travail, le dirty job sur des terrains de CONCACAF au Panama, au Salvador, au Honduras, puis il est capable de compter puis jouer 90 minutes, puis tu ne vas pas l'appeler. Come on! Ouais. Donc, t'en es à 3 déjà. Donc, Daniels, Brim, Tabla. Ouais. Puis Raposo, j'en reviens encore à ça. Il a joué combien de 90 minutes en l'année dernière? Tu demandes à un gars qui joue 10 minutes par-ci, par-là de jouer 90 minutes contre des gars qui jouent 90 minutes tout le temps. Le monde va me dire, mais oui, mais c'est la MLS, c'est normal qu'on appelle lui par-dessus les autres. Ah ouais, fait que la Ligue du Honduras, c'est meilleur que la MLS? Ouais, exact. C'est exactement ça. Tu as complètement raison, je suis d'accord avec toi. Parce que les gars du Honduras, ils jouent 90 minutes dans leur ligue domestique, in and out. Les Américains. Effectivement. On va appeler les gars qui sortent du banc juste parce qu'ils ont le logo de la MLS sur leur jersey. Non, ça doit être pas comme ça. Là. Ouais, t'as raison. Les gars qui jouent pas 90 minutes, ils ne pourront pas faire de miracle. Est-ce que tu as un 5e joueur ou c'est juste 4? Dude, je pourrais te nommer 10. Non, tu as 3 à 5. Je m'en fous. Bear, mou, soft. C'est la même chose, mou et soft. Là. Soft. Puis moi, je suis comme, tant qu'à faire entrer Bear, Terran Campbell, on l'appelle Hulk for a reason. Ouais. Il utilise son physique. Mais il n'a pas été titulaire l'année passée, donc c'est un peu plus difficile d'appeler Terran Campbell. Ou Easton Angaro. Tu mets un gars de 6 pieds 6 dans leur face, see what happens. Au moins, lui, il utilise sa taille, il utilise... Puis il a bien fait en Scandinavie. Est-ce que c'était en Danemark qu'il avait été prêté? Oui, au Danemark, en 2e division. Oui, 2e division. Mais il a fait 2 buts, non. Il n'a pas non plus été latéral. Oui, mais il a grandi. Au début, ça lui a pris du temps à s'adapter et c'est vers la fin, même ils ont même pensé le garder à Easton Angaro, mais ça a pas. Ils l'ont finalement pas gardé, là, mais ça a l'air qu'il devenait de mieux en mieux vers la fin de son... Daniel Cameron, si jamais tu as 3 à 5 joueurs qui t'ont laissé un goût amer dans la bouche, c'est qui que tu choisirais? Si jamais c'est les mêmes que Alex, tu peux le dire. Si jamais il y en a d'autres, tu peux les ajouter. OK, je vais faire ça vite parce que la plupart, c'est les mêmes. Brim, Bear, honnêtement, attaque stérile, rien d'autre à dire. Quelques éclairs, mais en tout cas...
Brim, bonne chance pour trouver un club après la fin de saison parce que selon nos amis en Belgique, il ne va pas faire long feu à Moucron. Bear, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire en MLS en 2021. Aiden Daniels, même chose, qui retourne dans l'anonymat de la USL. Raposo, bonne chance à Vancouver en 2021 ou peut-être il va être prêté à Forge, il vient d'Athènes d'ailleurs. Et évidemment, Godinho, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Honnêtement, ce gars-là, il a un statut tellement privilégié au point où on le fait jouer à gauche juste pour le faire jouer alors qu'on avait deux autres gars à gauche. Là. Ouais. On avait comme aucunement besoin de le faire jouer à gauche. C'était Godinho, moi, je ne l'aurais juste pas appelé rendu là. Moi, c'est le genre de gars, je dis, tu l'appelles, tu le fais jouer à son poste, ou tu ne l'appelles pas, tu l'appelles pour faire jouer à un autre poste, alors qu'on a déjà d'autres gars pour ce poste-là. Pour moi, la polyvalence, c'est bon quand c'est plus pour les clubs que pour les équipes nationales, la polyvalence, dans le sens que... Ah non, pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est mon opinion, parce que, en tout cas, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais Godinho, j'espère qu'on ne le reverra pas avant très longtemps en équipe senior, parce qu'avec Johnston et Laria et Zachary Broguillard, ça risque pas d'arriver. Puis c'est pas mal ça, là, mes 5. OK, c'est bien. Moi, j'en ai pas pris 5, moi, j'en ai pris 4. Vous avez parlé de plusieurs d'entre eux. En fait, je suis Alex sur 4 de ces 5 choix. Donc, Brim, Daniels, je pense qu'on en a parlé assez longtemps la semaine passée aussi. Ryan Raposo et Theo Bair, complètement d'accord avec ces 4 choix. Je veux juste juger un peu vos choix à vous. Je vous trouve très, très dur. Je te trouve très, très dur, Alex, sur Balou Tabla. Je trouve que, oui, peut-être qu'il n'a pas été aussi bon que ce à quoi on s'attendait, mais je pense qu'on s'attend trop de Balou Tabla. Moi, je n'ai plus aucune attente envers Balou Tabla. Et avec quelqu'un qui n'a plus aucune attente envers un joueur, je trouve qu'il n'a pas été mauvais. Il a fait ce qu'il fallait, il a provoqué quand il fallait, il s'est créé des chances. Malheureusement, il n'a pas pu les mettre au fond, mais il s'est quand même créé ces chances-là. Il a été sérieux. On le voit qu'il faisait quand même ses retours défensifs, ce qu'il ne faisait jamais auparavant. Pour moi, ce n'est pas un mauvais joueur. Ce n'est pas non plus un excellent joueur dans ce tournoi-là. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Daniel Cameron, par rapport à Godinho. Je suis le plus grand détracteur de Godinho. Mais sur ce tournoi, il a prouvé qu'il avait sa place. Et que ce soit à gauche, je pense qu'il a été très bon à gauche les fois où il était là. J'aurais aimé avoir Zoran Basson, mais il paraît, selon Mauro Biello, qu'il a ressenti une gêne. C'est pour ça qu'il n'était pas titulaire, mais c'était son but plutôt de le voir titulaire. Donc voilà pour mes impressions. On va passer rapidement, avant de clôturer le podcast, 3 à 5 joueurs qui vous ont impressionné de cette équipe nationale U23. Alex, je sais que tu as dit que personne ne t'a impressionné, mais tu es obligé de nommer minimum 3 joueurs. Donc, débrouille-toi. En 3 à 5 joueurs, je vais laisser commencer Daniel Cameron, qui, je suis sûr, a 3 à 5 joueurs sous la main assez rapidement. Ouais, je dirais Pantémis. Dans l'ensemble, il a fait un bon tournoi. Il a fait de très bons arrêts. Après, il a fait des erreurs aussi, mais je pense qu'il a encore démontré ses qualités, son sang-froid, son jeu balle au pied. Tejan Buchanan, qui est un très bon joueur offensif. Nous, on l'a, tu sais, je veux dire, on l'a surtout connu pour son rôle défensif, son rôle de défenseur latéral qui monte dans les séries. Mais il ne faut pas oublier qu'avant ça. C'est un ailier. Exactement, c'est ça. Sinon, il y avait Cornelius, il a été solide pendant tout le tournoi. David Norman Jr., il a impressionné le défenseur central, puis il semble y avoir pris goût. Et avec Cavalry, sa polyvalence va être très utile, que ce soit en défense centrale ou au milieu de terrain. Zachary Broguillard semble trouver impressionnant. Il est toujours régulier, puis c'est le genre de joueur que j'aime bien voir constant. Là. Il est tout le temps constant. Ouais. Je vais juste donner mes joueurs avant de te laisser la parole, Alex, cette fois-ci. Je suis d'accord avec certains de tes choix, Daniel Cameron, James Pantemis en premier, que je trouve que oui, malgré ses erreurs, il a fait 2 erreurs. Je pense qu'il aurait pu encaisser 6 buts de plus si jamais il n'était pas bon. Donc, je trouve qu'il a été très bon dans ce tournoi-là. Mais par contre, il doit apprendre, il doit jouer beaucoup plus de matchs. Et j'espère que le CF Montréal va pouvoir lui donner ces chances-là de jouer plus de matchs parce qu'à 23 ans, 24 ans maintenant, il a besoin d'avoir plus de matchs sous la ceinture. Première chose.
Deuxième joueur, Derrick Cornelius, complètement d'accord avec toi. Je suis complètement aussi d'accord avec toi sur... moi, je ne vais pas mettre Tejan Buchanan parce que je m'attendais à beaucoup plus après le premier match. Je pensais qu'il allait dominer, qu'il allait être vraiment le leader technique et le leader offensif de cette équipe. Il l'a été durant le premier match, un peu moins après. Je ne trouve pas qu'il a été mauvais. C'est juste que ce n'est pas quelqu'un que je veux mettre dans ceux qui m'ont impressionné. Les deux qui m'ont impressionné, c'est au milieu de terrain. C'est Michael Baldissimo et Patrick Metcalf qui ont été extraordinaires. Vraiment très, 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 très bon. Si jamais ils avaient un joueur très offensif à côté au milieu de terrain, je pense qu'on aurait vu combien ils ont été bons. Défensivement, ils n'ont rien laissé passer. Ils faisaient les relances. Ils faisaient le lien entre la défense et l'attaque à merveille, surtout Baldissimo. Metcalf a été excellent, on l'a vu. C'est lui qui a donné la passe décisive pour Cornelius, le but contre Honduras. J'ai bien aimé ces deux joueurs-là. Et donc ça, je suis à 4 joueurs. Et j'ai décidé de choisir juste 4 joueurs parce que Lucas Diaz, pour moi, il n'a pas assez. J'aurais aimé le voir plus de temps sur le terrain pour pouvoir dire qu'il m'a impressionné. Pour moi, c'est un jeune joueur de 18 ans qui a encore beaucoup de choses à prouver. Mais ça a l'air, genre, si jamais j'ai une flèche à mettre, je lui donnerai une flèche vers le haut. Comme quoi, il est sur la bonne voie. Alex, tu peux donner tes impressions, mais aussi commenter sur nos choix si tu veux. Ouais, ben, je vais le faire d'une façon différente. Moi, je vais plus choisir des joueurs qui m'ont impressionné dans les circonstances qu'ils ont été placés. C'est pour ça que je ne vais pas choisir Buchanan parce que pareil. C'est comme pas juste pour lui parce que tu vois que dans le schéma de Biello, ça a marché le premier match, mais quand tous les autres avaient compris comment le Canada allait jouer, c'était terminé pour Buchanan. Ils l'ont isolé, puis regarde, c'est pas Messi non plus. Fait que, dans le contexte, Derek Cornelius, je pense qu'on était plusieurs surpris de le voir dans le U23 et non dans l'équipe senior. C'était le patron, c'était le général de cette équipe. Il a prouvé que sa place est à l'équipe senior. Il l'a prouvé. Moi, je l'avais vu contre les États-Unis aux côtés de Victoria. J'étais comme, qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, lui, je pense qu'il a même aussi prouvé aux Whitecaps, les gars, hey, I'm here, faites-moi jouer. Ben, il a fait beaucoup de bourdes avec les Whitecaps aussi. Ben, c'est ce que je trouve étonnant. Tu sais, je ne le vois pas faire d'erreur avec le Canada, mais j'entends beaucoup qu'en club, ça arrive. Ouais, beaucoup. Beaucoup d'erreurs. Vraiment beaucoup. Et j'ai vu plusieurs matchs où il a vraiment eu d'énormes erreurs. Je laisse continuer avec le reste de tes joueurs. Donc, Cornelius, qui est le premier. Sinon, le deuxième, dans les circonstances où est-ce qu'il a été placé, David Norman Jr. Puis en plus, avec le cran qu'il a monté, il rentrait même sous la peau des Mexicains. Je pense que Antunes voulait lui en sacrer une au visage. Fait que j'ai aimé le cran. Tu vois que David Norman, c'est comme lui, il ne veut pas perdre, il était là pour gagner, il était là pour se battre. Une position qui n'est même pas la sienne, puis il a été capable de tenir le fort avec soit Montgomery, soit Cornelius. Admirable, que je vais le répéter encore. Je ne pense même pas qu'il va rester en CPL aussi longtemps s'il joue comme ça avec Cavalry, puis il va être bien coaché avec Wilden. Et il va trouver preneur ailleurs. Il est très jeune encore. Sinon, le troisième, Michael Baldissimo. Vous voulez savoir à quel point il a bien joué? Atiba Hutchison a été voir ses patrons de Besiktas et on dit « We need that guy ». Ben oui, parce qu'il a été, je pense... sincèrement, j'avais beaucoup aimé ses prestations avec Vancouver, mais il a été très, très bon. Incroyable. Pour moi, c'est les 3 gars. Parce que Pantémis, oui, il a été bon, mais ses 2 erreurs, puis comment il jonglait avec le ballon, I didn't like it. Puis, d'accord, et c'est tout à ton honneur. Là. Ouais, puis je suis d'accord qu'il a fait les beaux arrêts, mais si tu ne fais pas ce genre de bourde, le match contre le Honduras aurait peut-être été différent. On aurait peut-être tenu un peu plus longtemps contre le Mexique. C'est pas ça le point, j'attends à ce qu'il ne fasse pas ce genre d'erreur. Sinon, Diaz, on n'a pas vu assez. Au contraire, j'ai peur que Diaz dise « C'est quoi ça, le Canada? » Je pense que je vais me forcer un peu plus pour le Portugal. Il était visiblement frustré quand Biello l'a sorti du match contre le Mexique. Je voulais faire une annonce sur Diaz. Oui, le Juventus sont intéressés à Lucas Diaz. Donc,
Il a une clause libératoire de 30 millions. Donc, est-ce qu'ils vont payer la clause ou est-ce qu'ils vont réussir à négocier avec le Sporting Portugal? Je suis sûr qu'ils vont trouver une entente avec le Sporting si jamais ils le veulent vraiment. Et tu sais aussi, puis, OK. Oh, OK, je comprends. Lucas Diaz, il est venu en Floride, il n'a pas pratiqué beaucoup avec l'équipe, fait que c'est pour ça qu'on ne l'a pas joué, puis on a managé ses minutes. OK, mais Lucas Diaz, il jouait avec le Sporting U23 toute l'année. Il s'entraînait avec le club senior Sporting toute l'année. Mais Aiden Daniels, qui est en pause USL, lui, lui, on le joue. Ouais. Get out of here! Moi, Ouais. it's bias. Je suis désolé, Ouais. je vais le dire. Certains des choix de Mauro Biello étaient biaisés. Puis moi, j'ai trouvé que sa gestion, en général, c'était de la vieille école. La façon dont je regardais l'équipe jouer, pour moi, c'était l'ancien Canada. Le vieux Canada qui sont comme, on va tout donner défensivement, puis on va peut-être... Et on va prier pour voir si on va marquer les buts. That was the old Canada. Puis au moins, j'ai aimé que Herdman, il a comme changé cette attitude-là. Puis j'ai trouvé très étrange cette déconnexion entre Biello et Herdman. Moi, je pensais que ça allait faire dans la continuité les mêmes tactiques, c'était le jour et la nuit. Puis ça m'a vraiment... Je suis sorti de là vraiment surpris. J'espère pas voir ça à la Gold Cup parce que ça devrait être Herdman, même si ce ne sera pas les mêmes joueurs, mais au moins que ce ne soit pas géré comme ça à la Gold Cup. C'est bizarre, une petite question pour clôturer le tout. Si jamais la Gold Cup se déroule en même temps que la fenêtre internationale, c'est qui va être le sélectionneur dans chacune des compétitions? Mais est-ce que ça se déroule en même temps, Daniel Cameron? Pardon? Est-ce que les qualifications de la Coupe du Monde et la Gold Cup, ça se déroule en même temps? Non. Les qualifications pour la Coupe du Monde, c'est en juin. La Gold Cup, c'est en juillet. OK, donc on n'aura pas de problème de sélectionneur. Non, bien sûr, non. Ben non, ça a été... Excellent, parce que ça aurait été très, très drôle. Genre, c'est qui tu vas mettre comme coach. Mais bon. Donc voilà, je pense que c'est ça qui va clôturer notre podcast CS à l'érable. Les amis, je vais vous demander à chacun de donner un petit mot et puis de donner votre arrobase sur Twitter pour nos followers qui puissent, enfin ceux qui nous écoutent, nos auditeurs, qui puissent nous suivre sur Twitter si vous voulez. Donc, je vous laisse commencer. Vas-y, Daniel Cameron, tu peux commencer avec tes informations et ton mot de la fin. Bien sûr, donc vous pouvez toujours me joindre sur Twitter @soccercanadien. C'est pas mal là que vous allez me trouver le plus facilement. Et je le vous remercie encore une fois. Honnêtement, ça a été un sujet très émotif aujourd'hui, je pense. Puis on aurait pu continuer pendant 2 heures. J'espère qu'on va avoir des bonnes nouvelles pour l'équipe nationale canadienne dans les prochains mois. Parfait. Alex Rupert? Oui, vous pouvez me suivre sur Twitter, @Alex Rupert, en un seul mot. Mon mot de la fin, je vais revenir encore là-dessus. Excuse-moi, Alex, mais tu te rappelles même plus de ton arrobase, hein? C'est Alexandre Rupert. Alexander Rupert. Je voulais juste voir si tu faisais attention. Fait que maintenant que je suis un membre très apprécié de l'équipe, vous vous rappelez même de mon arrobase par cœur, donc je suis content. Donc, c'est @Alexander Rupert sur Twitter. Il y a juste un seul R, par contre. Donc, voilà, Alexander Rupert. Je ne sais pas comment vous le prononcez, mais voilà, c'est comme ça. Et puis moi, Soccer en folie, @Soccer en folie sur Twitter. Donc, vous pouvez toujours me suivre là-dessus. Donc, voilà pour cette émission de CS à l'érable. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager notre contenu, à nous en parler, à donner vos commentaires. On est là pour ça. Et à bien évidemment parler de nous. On a besoin que vous parliez de nous. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de CSLR.